Je vous remercie en tout cas, vous tous et toutes, d'être aussi nombreux et nombreuses. Merci aussi évidemment au groupe April et à Joël Guillot et Magali Chatin et toute l'équipe autour d'elle avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs mois. C'est un vrai plaisir de venir vous parler un petit peu de ce stress oxydatif. Tous les acteurs de santé concernés s'accordent au moins sur un point. La médecine de demain sera préventive, individualisée, et elle laissera une grande autonomie aux patients pour gérer eux-mêmes une partie de leur santé. Alors si cela est vrai, bien encore faut-il qu'on ait les moyens de gérer notre santé. Et les moyens de gérer notre santé, c'est aussi d'abord d'essayer de la diagnostiquer quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Quand ne l'est-on plus avant d'être malade et avant d'aller voir son médecin parce qu'on a une maladie? Alors on est bien sûr dans le domaine de la prévention, et c'est vrai que l'extraordinaire augmentation de la longévité que vous connaissez nous impose aujourd'hui des vraies stratégies de prévention actives. D'une part parce que un certain nombre de maladies nous guettent tous et il vaut mieux les prévenir que d'essayer de les guérir. Et puis parce que le problème étant évidemment d'avancer dans l'âge et on sait que l'on va vieillir, qu'on va en tout cas avoir une expérience de vie beaucoup plus augmentée. Il est extrêmement important évidemment que ces années-là qui nous sont données soient de bonnes années et que ce ne soient pas évidemment des années de maladie. Alors, je vais vous demander déjà une première chose, c'est dans ce titre, et bien sûr qu'il faut, si on veut se protéger de ce stress oxydatif, il va falloir bien sûr savoir de quoi on parle. Je vais vous demander d'oublier le mot stress, parce qu'évidemment, il évoque chez vous assez naturellement quelque chose que vous connaissez, qui s'appelle le stress psychosocial ou psychosocio-professionnel. Et là, il ne s'agit pas de la même chose, c'est malheureusement une autre définition, et le mot stress ici doit être entendu comme une agression biologique de notre organisme. Et donc essayer de ne retenir pour le moment que le mot oxydatif, parce que dans oxydatif, bien sûr, vous entendez oxydation, et c'est bien exactement ce phénomène qui se produit, c'est-à-dire que nous oxydons, nos cellules, nos membranes cellulaires, les constituants de notre organisme s'oxydent, tout simplement parce qu'ils sont confrontés à l'oxygène que nous respirons depuis, évidemment, notre conception. Alors, je suis venu avec une de mes patientes qui se protège du stress oxydatif depuis longtemps. Je reconnais qu'il y a peut-être un petit ajustement des doses à faire. Ne se protège pas en revanche des accidents de la route, parce qu'elle n'a pas mis de casque, comme vous le voyez. Mais plus sérieusement, it's never too late, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tard pour faire de la prévention, et il n'est jamais trop tard pour s'occuper de sa santé. Alors donc, qu'entend-on par stress oxydatif ? Eh bien, il s'agit évidemment donc de cette histoire d'oxydation et donc liée à l'oxygène. Et c'est un vrai paradoxe parce que, comme évidemment, nous avons besoin de l'oxygène pour vivre, il est indispensable à notre vie, mais il y a aussi une certaine toxicité. Et c'est le prix que nous avons à payer à la toxicité de l'oxygène et qu'on appelle le stress oxydatif. Et effectivement, entre notre première utilisation de l'oxygène dans l'utérus de notre maman, et justement, évidemment, au moment où nous allons, au premier souffle, lorsqu'on coupe le cordon, lorsqu'on va prendre notre première bouffée d'oxygène sur des poumons qui n'ont pas connu l'oxygène jusqu'à ce moment-là, et jusqu'à notre dernier souffle, nous allons vivre avec de l'oxygène. Mais c'est un atout absolument extraordinaire. Et certains scientifiques ont montré que s'il n'y avait pas eu, il y a quelques milliards d'années, l'arrivée de l'oxygène sur la Terre, il n'y aurait pas eu de grands animaux comme nous, parce que nous faisons partie des grands animaux. Et s'il n'y avait pas eu l'oxygène, nous serions probablement très petits, minuscules et affreux, alors que nous sommes évidemment très forts, très grands, et très beaux, en tout cas pour ce qui est de... Bon, à l'extérieur, je ne sais pas, mais ici c'est clair. Et il y a eu deux molécules qui ont vraiment fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a l'oxygène, et qui est un comburant extraordinaire, qui fait que notre machine énergétique est une machine extraordinaire avec très peu de perdition énergétique. Mais il y a aussi une autre molécule qui nous a rendu, elle, extrêmement intelligents, ce sont les oméga 3 dont vous avez forcément entendu parler. Pourquoi les oméga 3 ? Parce que ce sont des acides gras polyinsaturés. Et qui dit polyinsaturé dit que ce sont des acides gras très fluides, pourtant très solides. Et ce sont ces acides gras-là qui constituent nos membranes cellulaires. Et contrairement à d'autres animaux comme les éléphants ou les tortues de mer, qui, comme vous le savez, ont une longévité importante, mais qui ne sont pas réputés pour une grande intelligence, quoique, mais enfin en tout cas
probablement inférieure à la nôtre quand même, eh bien, nos membranes cellulaires, contrairement aux leurs, qui sont, elles, saturées d'acides gras, donc ils ont des acides gras très saturés, eh bien, nos membranes cellulaires sont très riches en oméga 3, et ces oméga 3 font que nos cellules, en particulier nos neurones, sont capables de se connecter entre eux et d'envoyer des prolongations très facilement du fait de la fluidité de ces acides gras, et d'avoir des échanges entre les cellules extrêmement importants. Mais là aussi, on a un prix à payer à ça, c'est que ces acides gras polyinsaturés sont extrêmement fragiles vis-à-vis de l'oxydation et donc de l'oxygène. Et quand la vie est arrivée sur Terre il y a quelques milliards d'années et que l'oxygène est arrivé peu de temps après, eh bien, il a fallu que la vie s'organise avec cet oxygène qui était terriblement toxique, sinon la vie se serait arrêtée là. Et donc la vie a dû fabriquer des tas de systèmes, des tas de stratégies de défense antioxydantes extrêmement sophistiquées pour pouvoir tout simplement vivre avec cet oxygène. Alors pourquoi c'est toxique l'oxygène? Je ne vais pas aller dans les détails de la chimie de l'oxygène, mais il faut que vous sachiez que c'est un problème chimique. Simplement, c'est cette molécule d'oxygène, quand on la respire, va participer à des tas de processus chimiques pour créer de l'énergie dans l'organisme. Et en particulier une molécule importante qui s'appelle l'ATP, et avec laquelle on va fabriquer des tas de choses, et avec laquelle on va vivre. Et cet oxygène va se retrouver dans nos cellules. Pratiquement 90% de l'oxygène que nous respirons arrive dans nos cellules, dans une petite organite qui est notre centrale énergétique, qui s'appelle les mitochondries. Et dans cette mitochondrie, cet oxygène va participer à la création de l'énergie. Mais malheureusement, au cours de ce métabolisme, dans nos mitochondries, cet oxygène va passer par des stades chimiques intermédiaires qui sont extrêmement instables parce qu'ils ont perdu un électron en périphérie. En gros, dans toute molécule, quelle qu'elle soit, les électrons sont toujours par paire. Et en gros, les étapes intermédiaires de l'oxygène dans nos mitochondries sont des étapes où les molécules perdent un électron en périphérie. Et le fait de perdre un électron en périphérie, ça les rend extrêmement réactives, extrêmement instables, et elles vont à tout prix chercher cet électron qui leur manque sur une molécule voisine. Et là va commencer une espèce de chimie dévastatrice, parce qu'une molécule va perdre un électron et va devenir elle-même à son tour très réactive. Et donc ces premiers dérivés actifs dans la mitochondrie de l'oxygène va en fait, en gros, c'est exactement comme l'histoire du vampire qui, vous savez, va attaquer une victime, bien la victime du vampire devient vampire. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que lorsque cette molécule d'oxygène réactive, qu'on appelle dérivé actif de l'oxygène, va prendre un électron à une molécule voisine, eh bien, cette molécule voisine a perdu forcément un électron. Et elle-même, elle devient à ce moment-là radicalaire, elle devient toxique, et elle va elle-même chercher un autre électron, et ainsi de suite. Et on a de ce phénomène-là des chaînes en fait, de réactions qui vont s'installer et qui peuvent être extrêmement dévastatrices, désastreuses, et parfois même jusqu'à la mort cellulaire. On a des exemples dans la vie, en particulier chez les animaux. Vous avez tous entendu parler des chiens d'avalanche, par exemple. Ce sont des chiens qui interviennent dans des circonstances toujours extrêmes, qui vont chercher des rescapés. Ce sont des chiens qui interviennent dans des conditions difficiles, à la fois d'altitude, d'exercice physique intense, de froid, mais aussi de stress psychique intense. Eh bien, on a décrit chez ces chiens d'avalanche, on a décrit des morts cardiaques brutales, subites, par stress oxydatif majeur. Et lorsqu'ils ne font pas de mort cardiaque subite, ils font aussi ce qu'on appelle des rhabdomyolyses aiguës, c'est-à-dire qu'ils ont des muscles qui fondent d'un seul coup du fait de stress oxydatif dévastateur, et ils font des fontes musculaires absolument prodigieuses. Alors bien sûr, et heureusement, ce n'est pas toujours le cas, et la plupart du temps, ce stress oxydatif est chronique, mais même chez l'homme, on décrit dans certaines circonstances, en réanimation, lors de chocs septiques, donc des infections très très graves, ou lors d'infarctus du myocarde, on décrit des phénomènes aussi violents que cela. Donc vous voyez que c'est un phénomène qui peut être quand même extrêmement délétère. Et l'image la plus classique, la plus commune du stress oxydatif, c'est cette balance et c'est le déséquilibre entre ces deux plateaux. Et dans un plateau, vous avez ce qu'on appelle les espèces oxygénées actives, donc ce sont tous ces radicaux libres. Donc il y a les radicaux libres qui viennent donc de l'oxygène dans la mitochondrie, mais aussi tous les radicaux libres qui sont nés après, c'est-à-dire parce qu'on leur a piqué un électron. Et donc des tas de molécules peuvent devenir radicalaires. Donc ce sont des milliers de molécules possibles qui vont devenir très agressives, et en face desquelles on a bien sûr nos défenses antioxydantes. Mais le déséquilibre de la balance entre un plateau trop lourd de cette production de radicaux libres et un plateau de nos défenses qui devient insuffisant, ce différentiel s'appelle le stress oxydatif. Et j'aime bien cette image parce qu'on comprend d'une part assez facilement qu'on peut arriver dans cette situation de plusieurs manières. La première manière, c'est effectivement d'avoir un plateau de défense beaucoup trop léger.
Autrement dit, on n'apporte pas assez d'antioxydants, et en particulier dans notre alimentation. C'est pour ça qu'il faut apporter des antioxydants tous les jours dans l'alimentation. C'est pour que ce plateau soit suffisant. Ça, c'est la première des situations et c'est la plus fréquente. Mais on peut aussi imaginer que même avec des apports corrects, on peut avoir une production excessive de ces molécules toxiques. À ce moment-là, on se retrouve dans cette même situation. Puis parfois, évidemment, on conjugue les deux. Alors, quelles sont les circonstances où on peut avoir une production importante d'espèces oxygénées actives et donc de radicaux libres derrière? Elles sont extrêmement multiples. Il y a le tabagisme, par exemple, il y a la pollution atmosphérique, il y a bien sûr le stress psychosocial, comme je vous l'indiquais chez ces animaux, là, pour ces chiens de tout à l'heure, mais aussi toutes les maladies. La plupart des maladies, en particulier inflammatoires, vont augmenter la production de ces radicaux libres. Et puis l'autre intérêt, c'est que on comprend que ce différentiel, qui s'appelle donc stress oxydatif, c'est une exposition plus ou moins intense, plus ou moins prolongée ou répétée, à finalement des radicaux libres qui vont aller se balader dans notre organisme et qui ne sont plus jugulés par des défenses antioxydantes insuffisantes. Et cette situation-là, cette exposition-là à notre organisme, inéluctablement, ça va faire des dégâts. Et ces dégâts vont conduire et peuvent conduire à un certain nombre de pathologies, mais aussi accélèrent momentanément les phénomènes de vieillissement. Autrement dit, si nous vieillissons, c'est aussi parce que nous nous oxydons. Et quoi qu'il en soit, le stress oxydatif signe toujours la victoire des radicaux libres face à des défenses antioxydantes insuffisantes ou affaiblies. Alors, je parlais tout à l'heure de la santé, et je vous disais, ce qui est important aussi, si on veut prendre en charge nous-mêmes notre santé, il faut savoir de quoi on parle. Alors, finalement, la définition de ce que pourrait être un état de bonne santé n'est pas si simple. Et si on s'en réfère à la définition de l'OMS qui date de 1947, je crois, qui n'a pas changé, déjà l'OMS dit que la notion de bonne santé n'est pas superposée au fait de ne pas avoir de pathologie. C'est aussi une sorte d'équilibre assez subtil, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Mais d'autres notions aujourd'hui naissent pour définir la santé et qui tournent autour des équilibres. Et ça nous revient un petit peu à la balance de tout à l'heure. Et en gros, si vous voulez, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que être en bonne santé, c'est pas forcément être à l'équilibre, mais c'est surtout être capable de revenir à l'équilibre. Parce que nos modes de vie, les événements extérieurs nous conduisent en permanence à nous éloigner de cet état d'équilibre. Et c'est notre faculté à gérer ces états éloignés de l'équilibre, à les faire revenir dans un temps raisonnable à l'équilibre, qui en fait est le signe de bonne santé. Alors il y a des exemples très classiques, par exemple pour la fréquence cardiaque. Vous savez que notre fréquence cardiaque, notre pression artérielle varie au cours de la journée, et heureusement. Et si vous devez attraper l'autobus ou si vous avez un choc important, votre rythme cardiaque va s'accélérer. Et ça, c'est un signe de bonne santé. L'autre signe de bonne santé, c'est que très vite, une fois que l'événement est passé, c'est que votre rythme cardiaque va pouvoir revenir à son état d'équilibre, c'est-à-dire autour de 60 par exemple. Ça, c'est un signe de bonne santé. Et si l'on perd cette faculté à faire revenir cet état loin de l'équilibre à l'équilibre, si on perd petit à petit cette faculté-là, alors on a une santé détériorée et c'est même un facteur de risque de mort. Et ça a été bien décrit dans le domaine de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. C'est cette perte de la faculté à faire varier notre pression artérielle et notre fréquence cardiaque qui est en fait prédictive d'ennuis cardiovasculaires et même de mort cardiaque. Et finalement, le stress oxydatif, c'est un peu ça aussi. C'est un indicateur qui nous montre notre faculté à varier, à faire varier des états loin de l'équilibre. Et c'est vrai que lorsque l'on a un événement extérieur particulièrement agressif, que ce soit une maladie, que ce soit un choc, que ce soit un repas extrêmement important et pas forcément aussi bien équilibré que celui que nous venons d'avoir, eh bien notre organisme doit gérer cet état de bon équilibre et doit faire revenir tout à l'équilibre et en particulier ne pas laisser traîner derrière des produits oxydés qui vont devenir toxiques pour l'organisme. Et c'est pour ça que j'ai dit ici que c'est probablement un des signes le plus ubiquitaire, parce que vous allez voir qu'on le rencontre dans beaucoup de situations, de la perturbation des mécanismes adaptatifs. Notre santé, c'est s'adapter. C'est s'adapter à des conditions extérieures parfois difficiles. Et puis enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, là, le stress oxydatif est probablement un des mécanismes d'explication de nos phénomènes de vieillissement. Alors, quelles sont les conséquences de cette histoire d'oxydation pour notre santé? Eh bien, on va rencontrer cette histoire de stress oxydatif dans des circonstances extrêmement variées. Et je vais commencer par des maladies dont on sait que le stress oxydatif est une des causes majeures. J'en ai cité deux.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, vous avez sûrement entendu parler de cette maladie, qui est une maladie évidemment de l'œil, qui aboutit à une perte centrale de la vision. Donc c'est une maladie quand même extrêmement sérieuse et dont la prévalence augmente ces dernières années. Et il y avait eu beaucoup d'études qui ont montré l'intérêt en prévention de cette DMLA de certains antioxydants, et en particulier de deux antioxydants particuliers qui sont la lutéine et la zeaxanthine. Mais on a aussi maintenant des études qui montrent que ces antioxydants ont un intérêt dans le traitement de ces maladies. Et on a montré que lorsqu'on supplémentait les gens avec ces antioxydants, eh bien on ralentissait l'évolution de la maladie et même on récupérait de l'acuité visuelle. Une autre maladie, qui est une maladie cette fois de la peau, le vitiligo, vous savez que ce sont les pertes de pigmentation par plaque de la peau, dont on ne connaît pas vraiment les causes, mais on sait que dans le vitiligo, la cellule de la peau qui fabrique le pigment, qui va donc la colorer, qui s'appelle le mélanocyte, qui fabrique la mélanine, ce mélanocyte meurt par oxydation, par stress oxydatif. On sait que le stress oxydatif joue un rôle absolument majeur dans l'évolution de cette maladie. On pourrait aussi en citer d'autres, comme les apnées du sommeil. Vous savez que ce sont des gens qui s'arrêtent de respirer plusieurs dizaines de fois dans la nuit. Ils s'arrêtent de respirer, donc ils privent leurs organes, leur cerveau d'oxygène pendant l'arrêt respiratoire. Puis d'un seul coup, ils reprennent leur respiration. Et à ce moment-là, ils envoient une bouffée d'oxygène sur des tissus qui ont été privés d'oxygène pendant longtemps. Et ça, c'est extrêmement toxique parce que c'est un peu comme si vous rallumiez un chalumeau. Et donc, vous allez griller un certain nombre de cellules. Et les gens qui font des apnées du sommeil, comme vous le savez peut-être, ont des risques majorés. Ils ont deux types de risques majorés. Le premier, c'est celui des accidents de la voie publique, parce que la plupart du temps, les chauffeurs et les routiers qui rentrent dans des abribus ou des boulangeries avec leurs camions, ce sont des gens qui s'endorment au volant de la journée parce qu'ils ont des nuits absolument épouvantables. Puis le deuxième risque important qu'ils ont par rapport à la population normale, c'est un risque cardiovasculaire extrêmement plus important, et c'est probablement par l'intermédiaire de ces phénomènes d'oxydation, la particulièrement d'oxydation des lipides, que ces gens-là ont des risques cardiovasculaires élevés. Et puis après, vous avez toute une panoplie de maladies au cours desquelles le stress oxydatif joue un rôle majeur. On ne sait pas très bien s'il est cause ou conséquence, mais on sait qu'il est contemporain de ces maladies. Alors, les maladies cardiovasculaires, c'est maintenant très très bien publié dans la littérature scientifique, mais aussi le diabète, qui est un modèle de stress oxydatif. Les maladies infectieuses, qu'elles soient aiguës ou chroniques, en particulier le sida ou les hépatites C, par exemple, qui ne vont pas très bien. Et puis les maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson est probablement un modèle de stress oxydatif, mais aussi la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques. Donc vous voyez, c'est assez ubiquitaire, et on retrouve ce phénomène dans de nombreuses maladies, en particulier aussi, que je n'ai pas cité aussi ici, les maladies inflammatoires, qu'elles soient rhumatismales ou digestives. Et dès qu'il y a une inflammation, il y a une production excessive de radicaux libres. Et puis aussi, d'autres circonstances un petit peu moins connues, c'est un certain nombre de traitements ont un mode d'action pro-oxydant. C'est comme ça qu'il marche. En particulier la radiothérapie des cancers, les rayons de la radiothérapie tuent les cellules cancéreuses par oxydation. Donc là, c'est en revanche, évidemment, ces phénomènes utilisés de façon bénéfique, thérapeutique, pour tuer des cellules. Donc ça veut dire aussi que l'oxydation, ça tue des cellules. Et aussi, un certain nombre de chimiothérapies des cancers agissent aussi par oxydation, en oxydant les cellules. C'est la raison pour laquelle le sujet antioxydant et cancer est un sujet extrêmement délicat. Et puis enfin, ça apparaît en tout petit sur cette diapositive, mais en fait il devrait prendre la totalité de l'image, la prévention, parce que c'est là où nous avons le plus de prérequis scientifiques qui montrent qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui faire de la prévention sérieuse sans s'occuper de ces phénomènes d'oxydation et donc sans lutter contre le stress oxydatif. L'étude Sugimax, dont vous avez probablement entendu parler, était une grande étude française, à peu près 15 000 cas, suivis pendant 8 ans. Et dans cette étude, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui a pris un cocktail d'antioxydants et un groupe qui a pris le placebo. Donc c'était une étude très sérieuse sur le plan du protocole, et l'étude a montré, en tout cas chez l'homme, que les hommes qui ont pris les antioxydants par rapport à ceux qui ont pris le placebo ont fait plus de 30% de moins de cancer en 7 ans, 8 ans, et de morts, toutes causes confondues. Donc c'était une première étude qui a montré que la prise d'un supplément antioxydant donnait des résultats absolument extraordinaires, parce que ce sont des chiffres quand même impressionnants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la nature a tout prévu, parce que si elle n'avait pas tout prévu, nous ne serions même pas là aujourd'hui pour en parler ensemble. La vie serait tout simplement impossible sans les antioxydants, donc les antidotes de ces radicaux libres. Et en gros, il y a deux grands groupes d'antioxydants, ceux qui sont apportés par l'alimentation, et puis d'autres qui sont endogènes, c'est-à-dire qui sont synthétisés par la cellule, qui ne sont pas du tout liés à l'alimentation, mais qui sont synthétisés, et ils sont très nombreux, très complexes.
mais il joue un rôle majeur. Et puis aussi, même quand on oxyde des choses, parce qu'on oxyde forcément à un moment donné des choses, on a des systèmes d'élimination et de réparation qui viennent nous débarrasser de ces produits oxydés. C'est quand tous ces phénomènes-là sont dépassés que l'on développe des stress oxydatifs et qui, là, peuvent aboutir à des maladies et à une accélération du vieillissement. Comment doit-on faire? On est là à l'aube, si vous voulez, d'une approche nouvelle. On va très vite passer sur la première. En gros, la prise en charge du stress oxydatif au cours de pathologies, dont on s'occupe beaucoup nous, reste encore du domaine de la recherche clinique. Mais en revanche, comme je vous l'ai dit, probablement que c'est un des moyens aujourd'hui les plus avant-gardistes, mais les plus intéressants pour faire de la prévention active, non seulement des maladies dégénératives, mais aussi du vieillissement. Et pour ça, les réponses, elles sont simples. C'est des conseils nutritionnels, on verra qu'il y en a d'autres tout à l'heure, mais aussi éventuellement une supplémentation, à condition qu'elle soit bien faite. Et pour ça, il faut essayer quand même de rentrer dans un rationnel scientifique. Et ce rationnel scientifique, c'est d'abord d'évaluer la situation et de faire des bilans donc de cet état. Est-ce que oui ou non, je suis trop oxydé? Est-ce que je m'oxyde trop? Et est-ce que je prends des risques pour mon avenir, pour ma santé? Deuxièmement, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai ce diagnostic, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux individuellement faire quelque chose? Et enfin, le mieux, c'est de contrôler pour voir si ce que j'ai fait, bien sûr, a été bénéfique. Pourquoi faire un bilan? Bien parce qu'on s'est aperçu, quand on a commencé il y a 7 ans à faire des bilans, que finalement, les gens qui prenaient tout seuls des antioxydants de façon empirique, parce que vous savez que ce sont des produits en vente libre, et que sous la pression des médias et parfois de certaines publicités, eh bien, on va s'acheter des choses avec des promesses qui sont anti-âge ou anti-stress ou anti-ménopause, etc., etc. Et on s'aperçoit que ces prises-là, à elles seules, peuvent finalement détériorer les bilans et donc mettre les gens dans des situations finalement plus à risque de protection. On s'est aperçu aussi que de façon relativement simple, on corrigeait, ou en tout cas on améliorait de façon très importante, 80 à 90% des bilans avec des mesures très simples que vous verrez tout à l'heure. Et puis surtout que finalement, ces bilans étaient extrêmement corrélés à l'état de santé. Et on avait là un indicateur vraiment de l'état de santé, qu'on soit malade ou pas. Et autrement dit, les gens qui ont des bilans rigoureusement normaux ont une santé excellente. Les gens qui ont des bilans un peu perturbés ont une santé un peu perturbée, et ceux qui ont des bilans très perturbés ont une santé vraiment altérée. Donc on a là un vrai indicateur de l'état de santé. Je vous donne un exemple à propos des oméga 3. J'ai parlé des oméga 3 tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils sont absolument magnifiques. Grâce à eux, nous sommes extrêmement intelligents, on fait des tas de choses, nos cellules s'insinuent dans des petits vaisseaux pour aller irriguer des organes les plus lointains, parce qu'elles se déforment facilement avec leur membrane très souple. Et là, vous avez deux exemples de personnes sans aucune pathologie, en parfaite santé, qui sont jeunes et qui ont pris des oméga 3 pendant plusieurs mois. Et regardez ce qui est en rouge. En rouge, vous avez des marqueurs de l'oxydation. Un marqueur fondamental qu'on appelle le glutathion oxydé, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez que c'est un marqueur extrêmement important d'agression oxydative. Et vous voyez qu'ils ont des taux de glutathion oxydé extrêmement élevés. La normale est de 1,5, ils ont des taux à plus de 100. Et puis surtout, pour l'un des deux, il a un taux de LDL. Alors vous avez dû entendre parler du LDL, c'est le mauvais cholestérol, mais ce que l'on dose dans un bilan oxydatif, ce n'est pas le mauvais cholestérol, c'est le mauvais cholestérol oxydé. Car c'est avec ce mauvais cholestérol oxydé que l'on fait la maladie athéromateuse et que l'on fait l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas avec le mauvais cholestérol. Il faut qu'il soit oxydé pour avoir la maladie. Et quand on dose ce LDL oxydé, chez Georges, qui a simplement pris que des oméga 3, eh bien, il a un taux de LDL oxydé extrêmement élevé. Et les publications scientifiques nous montrent que ce taux est corrélé directement à un risque coronarien. Donc en fait, en prenant des oméga 3, il a augmenté son risque coronarien. Pourquoi? Parce que les oméga 3 s'oxydent facilement et qu'il ne faut jamais prendre des oméga 3 si on a un stress oxydatif. Et en tout cas, il ne faut jamais prendre d'oméga 3 sans les protéger par des antioxydants parce qu'ils s'oxydent très vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a plus dans les huiles et les corps gras, parce que les industriels qui ne veulent pas que leurs produits s'oxydent et donc rancissent, ont débarrassé toutes ces huiles des oméga 3 en les hydrogénant. C'est la raison pour laquelle si vous achetez des huiles riches en oméga 3, faites très attention à ce qu'elles soient en bouteille opaque et gardez-les plutôt au frais, parce que sinon elles vont très vite se détériorer. Alors on a aussi voulu contrôler. Alors évidemment, quand les taux de vitamine C sont bas, ce n'est pas une surprise en donnant un peu de vitamine C ou en augmentant la ration de fruits et légumes riches en vitamine C, de voir ces taux de vitamine C augmenter. Donc ça, évidemment, la courbe rouge, c'est la courbe avant, lorsqu'on a fait le bilan, et la courbe bleue, c'est au bilan de contrôle. Donc on a augmenté les taux de vitamine C. Mais je ne serai pas là pour ça. En revanche, je vous montre cette courbe, parce que si nous n'avions pas eu cette courbe-là, nous aurions probablement cessé, il y a 7 ans,
nos investigations parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait intervenir sur des marqueurs aussi forts que ce taux de LDL oxydé, je vous le rappelle, qui est corrélé au risque coronarien. Et que dans la quasi-totalité des cas, lorsque les patients avaient un taux de LDL oxydé élevé, donc avaient un risque coronarien élevé, eh bien, avec des mesures très très simples, on a fait revenir leur taux à la normale. Donc là, on avait quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement solide et qui nous a beaucoup encouragé à continuer et à proposer ces méthodes d'investigation et ces bilans dans une démarche de prévention. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec mon bilan? D'abord, à quoi ça ressemble un bilan? Ça ressemble aujourd'hui à ça. C'est une version aujourd'hui finalement assez aboutie, parce qu'au début on est parti avec beaucoup de marqueurs, 50 marqueurs au départ. Puis ensuite on a fait des études, on a publié ces résultats dans des revues scientifiques, et aujourd'hui on a un bilan qui est beaucoup plus simple, qui nous permet surtout finalement de mettre un curseur sur une échelle colorée du vert au rouge. Et vous comprenez facilement que lorsque le curseur est dans le vert, c'est que tout va bien, qu'il n'y a pas de stress oxydatif, donc on est plutôt en bonne santé. Quand le curseur est dans une zone intermédiaire, vous ne voyez pas très bien ici, mais c'est orangé, eh bien dans un stade intermédiaire, il y a un petit quelque chose, il faut commencer à s'inquiéter un peu. Et puis surtout ensuite, lorsque évidemment le curseur est dans le rouge, eh bien c'est que l'on a un stress oxydatif important. La plupart du temps, c'est d'ailleurs lié à l'existence d'une pathologie. Et puis quand ça ne l'est pas, mais il faut faire en sorte de faire revenir ce curseur dans les zones normales, et en tout cas investiguer un peu plus si le curseur ne revient pas. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de biomarqueurs qui sont dosés pour arriver à cette échelle. Vous voyez ici, c'est peut-être un peu petit pour vous, mais vous y retrouvez d'ailleurs, comme tout à l'heure, le taux de glutathion oxydé, et puis un autre taux qui ressemble un peu au taux de LDL oxydé, qui s'appelle ici MDA, qu'importe, oubliez le nom de ces produits. Et puis on dose aussi le cuivre et zinc. Pourquoi? Parce que ce sont des marqueurs qui nous sont apparus après les études que nous avons faites comme les plus pertinents pour faire un diagnostic de stress oxydatif. Alors qu'est-ce que je fais avec mon bilan? D'abord, ce que je fais avec mon bilan, c'est d'abord je sais où j'en suis. Je sais si je suis dans la zone verte, je sais si je suis au milieu, je sais si je suis dans la zone rouge. Et une fois que je suis là, que j'ai mon diagnostic, eh bien, je vais pouvoir intervenir sur un certain nombre de points fondamentaux pour essayer, évidemment, de faire revenir, s'il ne l'est pas, mon curseur dans la zone verte. Et évidemment, la première chose que je vais devoir faire, c'est de voir mon alimentation. Est-ce que mon alimentation m'apporte suffisamment d'antioxydants dont nous avons vu l'importance tout à l'heure pour équilibrer la balance? Un autre point extrêmement important, c'est l'activité physique. Parce qu'on a montré depuis quelques années que la pratique d'une activité physique régulière, il ne s'agit pas de faire un sport de haut niveau, mais une activité physique régulière tous les jours et sur le long terme, améliore considérablement l'état de santé. Pourquoi? C'est peut-être pratiquement le seul facteur qui à la fois diminue le stress oxydatif, donc diminue la production de radicaux libres, mais aussi augmente nos défenses antioxydantes. Donc c'est vraiment très important d'avoir une activité physique modérée, régulière. Le stress psychosocial, alors c'est pas toujours si simple de supprimer les facteurs stressants, mais en tout cas il faut se donner des périodes de décompression, il faut essayer de mieux gérer son stress psychosocial. Et puis mon stress oxydatif, c'est l'indicateur, c'est celui qui va me permettre de dire, ben oui, 6 mois après, effectivement, j'étais dans l'orange, j'étais pas même dans le rouge, et je suis de nouveau maintenant dans le vert, donc j'ai gagné pour ma santé, et je suis maintenant dans une situation beaucoup plus favorable. Et ça, c'est avec des mesures extrêmement simples. Vous avez vu, sur le plan nutritionnel, on peut effectivement s'interroger sur son alimentation, mais aussi revoir ses modes de vie. Et puis, éventuellement, on peut à ce moment-là prendre une supplémentation antioxydante pendant quelques temps pour aider ce bilan à revenir à la normale. Alors quand je suis dans la zone verte, bien sûr, je me dis tout est bien, tout va bien, etc. Mais le curseur est extrêmement précis, la zone verte est relativement large. Donc l'idéal, c'est d'être le plus possible à gauche de cette zone verte, autrement dit, vers le zéro de l'échelle, si on considère que cette échelle va de 0 à 10. Et ça, de la même façon, si je veux là aussi faire bouger mon curseur vers la gauche, eh bien, je vais revoir un petit peu tous mes modes de vie, voir s'il n'y a pas de facteur pro-oxydant. Bien sûr, si je fume, et là le tabagisme est un des grands facteurs de stress oxydatif, je vais essayer, parce que c'est pas si simple d'arrêter de fumer. S'il y a des fumeurs dans la salle, ils le savent mieux que moi, mais c'est pas si simple, mais de me dire peut-être qu'il faut un jour au moins diminuer, peut-être un jour arrêter. Si je pratique un sport de façon un petit peu anarchique, simplement une fois par mois, 2 fois par mois, faire 2 heures de squat de façon absolument intensive, ça c'est pas la meilleure façon de faire un sport. Au contraire, c'est pro-oxydant, donc je vais devoir revoir un certain nombre de choses. Et ce sont des choses extrêmement simples, mais finalement, en faisant un petit peu, on peut faire beaucoup pour sa santé. Alors évidemment, quand on est dans la zone orangée, bon, on va évidemment se dire bah, je peux mieux faire, il faut que je revienne dans le vert. Et bien à ce moment-là, on va effectivement enrichir son alimentation. Et le but, c'est pas forcément
de manger des tomates tous les jours sous prétexte qu'elles sont riches en lycopène. Ce qui est très important, c'est de varier en fait les fruits et légumes. Lorsque leurs couleurs sont différentes, cela signifie d'une part qu'ils sont effectivement riches en antioxydants, mais aussi que les antioxydants ne sont pas les mêmes en fonction de la couleur. Donc il faut varier les couleurs, il faut varier les formes et toujours penser à apporter des fruits et légumes. Alors on a dit 5 portions de fruits et légumes par jour. Il ne faut pas non plus se transformer en comptable de son alimentation. Ce qu'il faut, c'est penser à tous les repas, amener des fruits, des légumes en les variant en fonction de la saison, en fonction de ses envies. Pour l'activité physique, c'est la même chose. Le but, c'est pas non plus de s'inscrire à un club de badminton, je ne sais quoi. Le but, c'est simplement de quitter un petit peu le canapé, de quitter l'écran de la télé ou de l'ordinateur, et puis de reprendre un peu la marche, de reprendre pourquoi pas le chemin de son marché, de revisiter sa ville, etc., etc. En tout cas, de bouger. Et c'est ce que nous dit aussi le PNLS, bouger. On peut prendre un complexe antioxydant. Alors, pour ce qui est des complexes antioxydants, il est absolument préférable de prendre toujours des complexes multiples et bien équilibrés plutôt qu'un ou deux produits antioxydants. Vous avez vu tout à l'heure que dans la balance, les radicaux libres que nous produisons sont des milliers de molécules différentes. Et bien, pour pouvoir juguler ces milliers de molécules différentes, il faut mettre en face des milliers d'antioxydants différents. Donc il vaut mieux des complexes multiples et bien équilibrés que de prendre que de la vitamine C ou que de la vitamine E, ce qui est encore pire d'ailleurs, parce que la vitamine E s'oxyde. C'est l'histoire de la chaîne des électrons tout à l'heure. Un antioxydant, c'est une molécule qui va donner un électron au radical libre. Comme ça, le radical libre devient inoffensif. Mais forcément, l'antioxydant, lui, il a perdu un électron dans l'histoire. Et il passe dans une phase qu'on appelle radicalaire. Et la vitamine E, qui s'appelle le tocopherol, une fois qu'elle a capté un radical libre, elle a fait son travail pour protéger nos membranes cellulaires, eh bien, elle devient elle-même une espèce radicale, le radical tocophéryle, c'est-à-dire la forme oxydée de la vitamine E. Et cette forme oxydée de la vitamine E est très toxique. Et elle va oxyder les autres lipides de la membrane cellulaire. Et c'est la vitamine C qui la rétablit en vitamine E normale. Donc là aussi, il faut savoir bien marier les produits entre eux et jamais prendre de vitamine E sans prendre de vitamine C. Il faut essayer de gérer, contrôler mon stress psychosocial. Ce n'est pas toujours simple, bien sûr. Ça veut dire aussi prendre des vacances. Vérifier le bilan de temps en temps. Alors si tout va bien, peut-être tous les 2 ans, ça suffit. Mais quand on est vraiment dans une zone un petit peu à risque, on va contrôler relativement vite, au bout de 6 mois ou 1 an, pour voir effectivement si ce que l'on a fait, si les changements qu'on a opérés dans nos modes de vie est efficace. On a là une vraie mesure, et n'oubliez pas que ces indicateurs-là sont des indicateurs qui s'allument avant que ne s'allument les indicateurs des maladies. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'on fait de la prévention avec ces bilans. Dans la zone rouge, c'est un peu plus compliqué. Alors si je sais que par ailleurs j'ai une maladie, donc il va falloir aussi peut-être que j'en parle à mon médecin pour être sûr que ma maladie est bien contrôlée. Clairement, quand on compare des gens qui ont la même maladie, ceux qui ont une maladie agressive, évolutive, ont un score plus élevé que ceux qui ont une maladie bien contrôlée par le traitement. Alors, si c'est un diabète, par exemple, c'est important de revoir le contrôle de son diabète. Parce que si le stress oxydatif est élevé, c'est-à-dire que le diabète est mal contrôlé. Et puis ensuite, pour ce qui est simplement du stress oxydatif, c'est clair que on peut faire la même chose que lorsqu'on est dans la zone orangée, c'est revoir un petit peu tous ces modes de vie, essayer de les corriger, si on n'a pas de maladie, puis voir 6 mois ou 1 an après si vraiment le curseur est repassé dans la zone orangée ou verte. Dans 80 à 90% des cas, c'est ce qui va se passer. Dans le cas restant, on peut être amené à consulter et éventuellement un médecin. Et nous avons constitué un collège des médecins du stress oxydatif. Pourquoi? Parce que les médecins de ville ne sont pas toujours encore informés de tous ces nouveaux bilans et de ces nouvelles stratégies. C'est une priorité pour nous et je passe beaucoup de temps à faire des EPU en province, un peu partout, pour former les médecins à ça. Mais vous avez de grandes chances d'aller voir votre médecin traitant, qu'il vous dise qu'il ne connaît pas. Et à ce moment-là, il est important qu'on puisse vous rediriger sur un médecin qui aura été formé. Et les médecins du collège du stratégie sont des gens formés en formation continue sur ce phénomène de stress oxydatif. Pour terminer, avant de vous laisser le temps nécessaire aux questions, si vous en avez, je suis désolé d'avoir été un peu vite, mais c'est un sujet assez complexe et assez passionnant. Sachez que pour nous, il est très clair qu'on est dans un domaine de santé publique et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prévention devient vraiment tout à fait essentielle pour la médecine de demain et pour nous tous, et qu'on ne peut pas vraiment imaginer aujourd'hui des stratégies de prévention à la fois du vieillissement mais aussi des maladies dégénératives sans une prise en charge et une lutte vraiment impitoyable contre ces phénomènes d'oxydation. Je vous remercie de votre attention. Pouvez-vous nous dire où faire le bilan biologique du stress oxydatif? Ce n'est pas de la biologie de routine.
Donc vous ne pouvez pas aller comme ça directement auprès de votre laboratoire d'analyse médicale de ville que vous connaissez. Nous avons, si vous voulez, parce qu'il y a des c'est pas comme une prise de sang habituelle, hein. Il y a toute une technique derrière. Il faut centrifuger à 4 degrés, il faut congeler à moins 80 degrés. C'est une voiture spécialisée, apte à d'abord transporter le sang, mais en plus à moins 80 degrés, qui récupère les tubes. Et tous ces dosages sont dosés dans un laboratoire universitaire, de centre hospitalier universitaire. Donc on a créé un réseau de laboratoires qui sont référencés par nous, c'est-à-dire qui ont accepté les protocoles qu'on a mis en place et qui respectent ces protocoles. Aujourd'hui, il y a une vingtaine en France et il y a une liste qui est accessible sur un site internet. Mais c'est un réseau qui est aussi appelé à croître. Pensez-vous qu'il soit pertinent de faire un bilan du stress oxydatif pour les enfants? Pour l'enfant, si vous voulez, la prévention, bien sûr, il n'est jamais trop tard, mais pas trop tôt non plus. On sait que pour les problèmes, par exemple, d'obésité, on sait très bien que très très jeunes, les enfants développent déjà des anomalies vasculaires, comme l'adulte, et qui les mettent dans des risques cardiovasculaires extrêmement élevés. C'est une découverte relativement récente, mais qui est assez stupéfiante. Mais c'est pas la priorité de faire un stress oxydatif chez les enfants pour ça. Nous, les enfants chez qui nous avons fait des bilans, ça a toujours été dans un cadre de recherche clinique. On a fait une étude dans l'autisme, par exemple. Donc on a effectivement bilanté des enfants très jeunes, où on a des enfants que l'on suit qui ont des maladies génétiques congénitales, qui ont des maladies mitochondriales, des anomalies génétiques mitochondriales. Mais en aucun cas, c'est de la routine et de la prévention. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc il n'y a pas vraiment lieu de faire des bilans en dehors de ces cas tout à fait spécifiques. Il n'y a pas lieu de faire des bilans chez les enfants très jeunes. Quel est le prix d'un bilan du stress oxydatif? Le bilan que je vous ai montré là aujourd'hui est à 150 €. Voilà. Alors, il y a des bilans un peu plus compliqués de temps en temps. C'est clair que quand on a un médecin hospitalier qui nous envoie un patient après une lourde chimiothérapie et qui voudrait qu'on s'occupe de ce patient, on ne se contente pas de ce bilan-là. Mais pour faire de la prévention, pour savoir comment on va, comment est sa santé, pour faire de la prévention à long terme, c'est largement suffisant et donc le prix est fixe, c'est 150 €. Peut-être qu'il sera amené à baisser, peut-être avec le volume, mais il y a des coûts un peu fixes, en particulier les transports et tout ce dont je vous ai parlé sur le prix analytique au niveau du laboratoire préleveur. Ça, c'est un coût qui, malheureusement, qui est assez incompressible. Les médecins sont-ils formés sur le sujet du stress oxydatif? Ouais, c'est une très bonne question parce que, en tout cas, moi, de mon temps, enfin, c'est tellement vieux que le stress oxydatif n'existait pas. Mais enfin bon, c'était quand même moins de 50 ans, je vous rassure quand même. Je prends des antioxydants de temps en temps, mais bon. Il y a deux facultés qui a intégré un module, en tout cas stress oxydatif. Il y en a une à Marseille et je crois qu'il y en a une à Paris. Pour le moment, c'est tout. Donc c'est très peu. Donc c'est effectivement que de la formation continue. Donc ça ne peut passer que par ce qu'on appelle les enseignements post-universitaires. En revanche, maintenant, il y a des diplômes universitaires de médecine un peu anti-âge, une médecine préventive, qui sont maintenant reconnus par d'ailleurs l'université, et dans lesquels il y a toujours un module stress oxydatif. Et tous les ans, d'ailleurs, je participe à cet enseignement-là, et c'est là où je rencontre le plus de médecins. Parfois, c'est plusieurs centaines de médecins qui, pendant 3 ans, font un diplôme universitaire de ces médecines-là. Et là, ils ont un enseignement en stress oxydatif. Quel est le nombre de médecins formés sur le sujet du stress oxydatif et où peut-on trouver leur nom? Alors, on en est vraiment au tout début du collège, en fait, hein, pour tout vous dire. C'est une idée qui germe depuis plusieurs années. Et la constitution du collège se fait aujourd'hui. Et en gros, on peut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 médecins, le noyau dur, si vous voulez, de ce collège, donc des gens qui sont formés, etc. Et puis qu'on va augmenter un petit peu progressivement, un peu en spirale. Et non seulement ce sont des gens qui ont déjà eu au moins une formation avec moi, alors il faut que je les récupère tous, mais en tout cas, il y en a 200 que je connais bien. Donc ceux-là, ils vont constituer la base du collège. Et puis, on va envoyer un mailing à peu près à 2 ou 3 000 praticiens qui ont eu de toute façon déjà un enseignement. Et le but, c'est aussi, parce qu'ils n'ont pas tous eu le même enseignement, de leur proposer un enseignement continu. On met en place un système d'e-learning de manière à leur faire une formation médicale continue. Voilà, ils auront eu un listing par région des médecins. Il faut savoir que ça sera
le recours à ce type de médecin sera quand même assez rare. Et puis je pense qu'il y a aussi probablement, mais là je pense que Joël pourrait vous en parler mieux que moi, il y a aussi une formation des gens chez vous, et en particulier au niveau des boutiques, les professionnels de la santé, qui sont des gens déjà des professionnels de la santé, et qui peuvent avoir ensuite une formation. Moi je resterai très disponible d'ailleurs pour vous tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est très important effectivement que vos assurés puissent sur un site internet avoir un listing de médecins que nous avons référencés. Les produits alimentaires connotés antioxydants sont-ils vraiment efficaces? Alors, oui, alors évidemment, beaucoup de sociétés surfent sur la vague des radicaux libres des antioxydants. Si vous voulez, c'est très important lorsque on conseille des compléments antioxydants de donner un petit peu les règles des bonnes pratiques et d'essayer d'orienter les consommateurs qui, encore une fois, peuvent effectivement s'approvisionner n'importe où, en n'importe quoi. Ils peuvent aller même sur Internet et se faire des produits qui ne sont pas autorisés en France d'ailleurs. Donc, c'est très important de leur donner les règles de bonne pratique de la supplémentation antioxydante. Il y aura beaucoup de documents là-dessus chez vous pour vos assurés. On reconnaît les produits sérieux du fait que déjà sur les boîtes, la réglementation qui a été mise en vigueur il n'y a pas si longtemps, qui s'est quand même beaucoup renforcée, est respectée, et en particulier avec un affichage clair des produits qui sont dans la capsule ou dans la gélule. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a du zinc, du cuivre? Est-ce qu'il y a de la vitamine C? Quelle vitamine C? Est-ce qu'il y a de la vitamine E, etc., etc. La dose et les pourcentages par rapport aux apports nutritionnels conseillés. Donc ça, c'est déjà un gage de sérieux. Et puis, encore une fois, il vaut mieux éviter des produits qu'on connaît. On sait ce que c'est que la vitamine C. Après, l'acide alpha-lipoïque, déjà, vous voyez, c'est déjà un peu plus nébuleux. Donc, il faut vraiment se concentrer sur des trucs que l'on connaît et préférer vraiment des produits où les produits sont multiples, dans lesquels vous allez aussi trouver des vitamines B, du magnésium, etc., plutôt qu'un produit où on va vous dire, voilà, c'est un produit riche en lycopène, alors que du lycopène. Alors, prendre du lycopène pendant 3 semaines, probablement que ça ne pose pas de problème, mais on est de plus en plus prudent sur ces supplémentations au long cours. Et en particulier avec des produits uniques. Le bêta-carotène, par exemple, tout seul, pose problème parce que des études ont montré, en particulier chez les fumeurs, que les prises de bêta-carotène sur le long cours augmentaient le risque de cancer du poumon. Donc aujourd'hui, on ne préconise plus du tout ces prises comme ça débridées de bêta-carotène. Donc il faut éviter ce genre de comportement, et souvent d'ailleurs un peu, si vous voulez, quand même largement encouragé par les médias ou les fabricants eux-mêmes. Il faut privilégier des complexes très multiples. Il faut éviter qu'il y ait dans les complexes multiples des produits pro-oxydants, parce qu'il y en a 2 qui sont pro-oxydants, qui n'ont rien à faire dans un cocktail antioxydant, c'est le fer. Le fer est très pro-oxydant, il n'y a pas de stress oxydatif sans fer, et le cuivre. D'ailleurs, le fait que le fer soit un pro-oxydant majeur dans l'organisme, il est sous haute surveillance dans l'organisme, le fer. Il ne se balade pas tout seul, parce que tout seul, il est vraiment très agressif par son oxydation, par son pouvoir oxydant plutôt. C'est une explication pour ce qui est du fer que, par exemple, les jeunes femmes qui ont leurs règles tous les mois, vous savez qu'elles perdent du sang, donc elles perdent du fer. C'est aussi pour ça que de temps en temps, quand elles en perdent trop, elles peuvent avoir une anémie. Donc à ce moment, on les traite par le fer, parce que le traitement de l'anémie, c'est quand même le fer. Mais le fait que les femmes soient débarrassées, en quelque sorte, tous les mois d'un peu de fer, ça les protège du stress oxydatif. Et après la ménopause, ça rattrape les hommes. Mais le fer joue un rôle majeur. Il faut vraiment faire en sorte que les gens ne prennent pas n'importe quoi, surtout sur le long cours. Le problème, c'est le long cours. Il y a des gens aujourd'hui qui s'embarquent dans une supplémentation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, et là, on n'est pas sûr de ce qu'ils font, loin de là.